Donc bienvenue dans pour cet atelier d'échange sur le thème de l'autosurveillance. Donc cet atelier est organisé dans le cadre de la communauté PGSSE des Hauts-de-France, dont vous faites donc tous partie. Donc ce sont des ateliers que nous organisons, le Pôle Aquanova, avec l'ARS Hauts-de-France, pour vous permettre d'échanger et de poser vos questions sur des thématiques en lien avec la réalisation du PGSSE. Et donc aujourd'hui, on va traiter de l'autosurveillance qui est censée donc venir se mettre en place progressivement à mesure qu'on met en place le PGSSE. Et on va pour cela partir d'un exemple de la communauté de communes du Vexintel et de son retour d'expérience sur la crise CVM que va nous présenter Monsieur Le Riquier dans un instant. Au niveau du fonctionnement de l'atelier, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit tour de table pour que tout le monde se présente et puis qu'on puisse faire connaissance. Ensuite, Monsieur Le Riquier nous présentera son retour d'expérience et ensuite, ce sera le moment de poser vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions, voilà, n'hésitez pas sur l'autosurveillance. L'ARS est là également pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vous propose, donc on commence par le petit tour de table. Donc pour commencer peut-être pour ma part, Chloé Cabot, donc je suis chargée de mission eau potable et en appui donc de l'ARS Hauts-de-France pour tout ce qui est appui au déploiement des PGSSE en Hauts-de-France. Donc après, je vais prendre dans l'ordre de la liste que j'ai la partie. Peut-être Madame Dougados. Oui, bonjour à tous. Dougados, responsable du service eau et assainissement à la communauté de communes des Ports de la Thiérache. Donc nous, on fait essentiellement de l'accompagnement aux gestionnaires d'eau potable de notre territoire, donc petits syndicats ou communes. Merci. Céline. Bonjour, Céline Derry, de l'ARS Hauts-de-France. Donc, je suis chargée de mission au niveau régional sur l'eau potable et donc en charge de la mise en œuvre, on va dire, avec l'aide d'Aquanova des PGSSE en région Hauts-de-France. Merci Céline. Monsieur Le Riquier. Donc, bonjour Monsieur Le Riquier, c'est moi qui vais vous faire le retour d'expérience. Donc je travaille à la communauté de communes du Vexintel et je gère tous les projets en rapport avec l'eau et l'assainissement. Merci Monsieur Dufresnoy. Bonjour, François Dufresnoy, donc je suis responsable du pôle cycle de l'eau à la communauté de communes des Sept-Vallées et particulièrement en charge du regroupement des syndicats d'eau qui sont sur la communauté pour le 1er janvier 2026. Merci beaucoup. Madame Ouzio. Bonjour, Laetitia Ozio de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin en charge de la protection de la ressource en eau. Merci beaucoup. Monsieur Marlot. Romain Marlot, chargé de mission eau à la communauté de communes de la Thiérache du Centre et on réalise un appui technique auprès des syndicats et des communes du territoire. Merci. Madame Thibert. Oui, bonjour, Madame Thibert, technicienne sanitaire à l'ARS Hauts-de-France sur l'Oise. Merci. Et pour finir, Monsieur Petit. Donc bonjour, Thomas Petit, technicien protection de la ressource en eau à l'UCESA, l'Union des services d'eau du sud de l'Aisne, et on est basé à Château-Thierry. Enchantée. Donc Sandrine Vier, je collègue. travaille avec Thomas sur le sujet du PGSSE. Merci beaucoup. Donc voilà, je pense n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, dites-le moi. Super. Donc on va commencer. Je vais laisser la parole à Monsieur Le Riquier. Donc pour information, l'atelier est enregistré dans le but de simplement de faire un replay pour les personnes qui n'auraient pas pu participer et ce sera uniquement accessible aux membres de la communauté PGSSE des Hauts-de-France. Voilà, donc si vous ne souhaitez pas y apparaître, pas de souci, n'activez pas votre caméra et vous pouvez même discuter via le chat si vraiment vous ne voulez pas ouvrir votre micro pour poser vos questions. Mais donc pour rappel, on va passer à la présentation de Monsieur Le Riquier sur la crise CVM et ensuite on aura un temps d'échange pour tout ce qui est questions et échanges sur le sujet. Alors est-ce qu'on fait quelque chose uniquement descendant, je présente tout, ou est-ce qu'on échange après chaque slide? Comment vous préférez procéder? C'est plutôt à vous si ça vous dérange pas d'être interrompu et que Pas du vous tout. Au voulez contraire, qu'on je préfère quand c'est interactif. Si vraiment il y a des questions, n'hésitez pas. Je laisserai un peu de temps à la fin de chaque diapo si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est la première fois que je fais cet exercice, donc je vais essayer que ce soit pas trop décousu.
Donc, on va commencer par présenter rapidement le territoire concerné. Donc, en gros, je vais présenter le territoire concerné. Ensuite, on va rappeler rapidement quelle est la problématique avec le CVM. Ensuite, je vais présenter du coup le cas que nous on a eu. Donc, sur le territoire, on a eu un problème l'année dernière. Et en quoi le PGSSE aurait pu nous aider à mieux gérer cette crise. Et enfin, on terminera par un moment d'échange plus libre, plus traditionnel. Donc, pour présenter un peu notre collectivité, donc la communauté de communes du Vexintel a récupéré la compétence au 1er janvier 2023, compétence eau et assainissement. Donc là, on va parler que de l'eau potable, évidemment. Donc, on a un service qui est récent, parce qu'on a récupéré cette compétence suite à la loi NOTRe. Les élus ont souhaité anticiper le transfert de la compétence, parce qu'il y avait beaucoup de DSP qui se terminaient en 2023, 24, 25. Donc l'objectif, c'était de relancer un gros contrat unifié sur le territoire pour essayer de faire baisser les prix. Donc vous avez à gauche de la slide la situation avant le transfert de compétences, donc chaque couleur correspondant à un ex-syndicat, et en blanc les communes qui étaient en gestion communale. Et donc à droite, la communauté de communes, la gestion après le transfert de compétences, donc toutes les communes sous les hachures sont gérées par la communauté de communes, tandis que les deux couleurs, donc le syndicat en violet et en rouge, du fait qu'ils sont sur deux EPCI, sont encore gérés de manière indépendante. Néanmoins, on assure quelques missions de conseil auprès de ces syndicats-là. C'est vrai que je n'ai pas expliqué où est-ce qu'on était situé. Donc la communauté de communes du Vexintel, elle est au sud-ouest de Beauvais, un peu à l'interaction entre l'Oise, l'Eure et le Val d'Oise, près de la commune de Gisors. Donc on a à peu près 7300 abonnés pour 17 000 habitants. On distribue 800 000 m3 d'eau par an et on a 235 km de réseau, dont environ 40 km de PVC qui datent d'avant les années 80. Donc les PVC qui posent justement problème. Vous avez des questions jusque-là ou pas? Sinon, j'enchaîne. Allez, j'enchaîne du coup. Donc le CVM, pour rappel, c'est issu de la dégradation des anciennes canalisations PVC, donc justement d'avant les années 80. C'est dû à la méthode de fabrication. C'est pour ça que les PVC récents n'ont plus ce problème-là. C'est notamment une histoire de concentration dans les canalisations. Les anciennes sont beaucoup plus concentrées, donc forcément ça se dégrade plus et ça se répand dans l'eau beaucoup plus facilement. Donc c'est un gaz inodore et volatile, donc compliqué à le sentir quand il y en a, évidemment. Mais l'autre problème, et c'est le principal problème qu'on a, c'est que c'est très sujet, cette dégradation, à la température extérieure et au faible débit de tirant d'eau. Donc des hameaux excentrés avec peu de tirage d'eau sont très concernés et vont souvent être sujets à ce problème. Donc pour rappel, la norme est à 0,5 microgrammes par litre. Donc dans notre cas, nous avons le CVM, nous avons des analyses qui sont prévues et qui sont réalisées par notre délégataire dans le cadre de nos contrats de délégation de service public. Et donc c'est dans le cadre de cette surveillance que le 30 juillet 2024 de l'année dernière, nous avons eu l'information d'un dépassement de la norme sur 2 hameaux, sur 2 communes, par Nécourcelles-les-Gisors. De ce fait-là, en plus pendant la période estivale, c'est toujours le bon moment parce que non seulement c'est le moment où les gens sont en vacances, donc la réactivité est moindre que d'habitude, mais en plus de ça, c'est là où il fait le plus chaud et c'est donc là où on a le plus de risques CVM. Donc c'est pas forcément le mieux. Donc en ayant reçu cette information-là, on a informé l'ARS dans le mois d'août qui a déclenché de son côté le contrôle sanitaire qui est indispensable pour valider si oui ou non la non-conformité détectée par le délégataire est bien quelque chose de chronique et pas juste l'effet d'une analyse qui n'est pas bonne mais exceptionnelle. Donc pour cela, il y a une procédure que je vous affiche à l'écran. Je pense que l'ARS pourra potentiellement vous transmettre ce document-là. Donc ça, c'est l'ARS qui me l'a directement transmis. En fonction de l'analyse, tout un schéma à suivre.
Et si la non-conformité est confirmée, vous avez un certain délai pour avoir un retour à la conformité. Donc ça, c'est ce que vous voyez à droite en fonction de la concentration. Si vous avez par exemple plus de 5 microgrammes par litre, vous êtes censé retourner à la conformité en 3 mois. Et si vous êtes entre 0,5 et 1, c'est 2 ans. Donc c'est un peu barbare, je laisse un petit peu, si vous voulez un peu essayer de lire le diagramme, je vous laisse quelques secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Peut-être, si vous êtes d'accord, à l'issue de la présentation, je pourrais transmettre le PowerPoint aux participants, comme ça, ils l'auront. Moi, il n'y a pas de souci de mon côté. Ouais, on fera ça. Donc, de ce fait-là, l'ARS devant réaliser plusieurs résultats qui doivent être conformes, avec en plus un intervalle un délai entre les analyses, je crois que c'est 2 semaines, si je ne me trompe pas. L'ARS pourra me corriger si je me trompe. Il y avait forcément une période un temps mort. Donc pendant ce temps mort, donc là on est plutôt en septembre 2024, septembre-octobre 2024, nous avons anticipé en inscrivant dans notre budget 2025 du coup le remplacement de la canalisation concernée. Donc sachant que vu que c'est des canalisations qui desservent des hameaux, les linéaires sont en général assez importants, même si c'est des faibles diamètres. Et là on avait 2 cas, donc ça fait 2 communes où il faut prévoir des travaux. Donc ça peut être un problème si jamais les budgets sont vraiment très tendus. Donc là, nous, heureusement, on avait un peu d'argent de côté, donc ce n'était pas un problème. Et enfin, donc ça, c'est pour le côté long terme. Et pour le côté long terme, nous avons directement commencé à échanger avec notre délégataire pour mettre en place une purge automatique pour vidanger la canalisation régulièrement, pour réduire la quantité de CVM dedans. Parce que forcément, plus l'eau stagne, plus la concentration augmente. Donc on a reçu un premier retour de l'ARS le 22 novembre nous indiquant que les analyses étaient bonnes. Sauf que la problématique, c'est que l'ARS n'a pas réussi à les prélever dans la zone à problème. Vous avez un extrait Google Maps ici où en point rouge, vous avez l'endroit où l'analyse a été réalisée, alors que la zone concernée, c'est la zone qui est entourée en noir. Donc forcément, du fait que l'analyse n'a pas été faite au bon endroit, on a perdu du temps. Donc derrière, on a dû se rapprocher du maire pour essayer de trouver un abonné qui accepte de faire une analyse chez lui. Donc toujours pareil, forcément, le délai de réalisation des analyses étant repoussé, on a eu un peu plus de temps mort que prévu. Donc en parallèle, on a commencé à préparer notre consultation de maîtrise d'œuvre, donc en janvier 2025. Et nous avons échangé avec notre délégataire, parce que c'est la première fois qu'on avait une non-conformité sur ce sujet. Toutes les autres analyses faites historiquement étaient toutes à 0. Et donc, on a demandé et travaillé avec le délégataire pour réaliser des cartes pour hiérarchiser le risque sur les différentes communes. Donc, on leur a demandé de nous extraire sur tout notre territoire les zones avec des canaux PVC avant les années 80. Et ensuite, on a fait le travail en fonction du linéaire, en fonction de nombre d'habitations notamment, et du si le réseau est bouclé ou pas, nous avons déterminé 3 niveaux de risque, donc les risques forts, les risques moyens et les risques faibles. Et donc l'objectif, c'est de d'abord commencer avec notre délégataire les analyses prévues dans le contrat de DSP, d'analyser d'abord sur les zones à risque fort, puis après de descendre au fur et à mesure que la présence ou non de CVM est confirmée dans ces zones. Donc le 11 mars 2025, nous avons eu le retour de l'ARS qui nous indiquait que effectivement les analyses étaient mauvaises, qu'on avait du CVM. Donc là, on était sur un prélèvement qui datait du 19 décembre. Donc c'est pareil, il y a eu pas mal de pertes de temps à ce niveau-là. Puisqu'il y a eu presque 3 mois entre le moment où l'analyse a été faite et le moment où nous, on a reçu le résultat. Le souci, c'est que en interne, on n'a pas su, on ne savait pas trop comment agir au niveau communication. Puisque une eau non conforme en CVM ne doit pas être consommée. Cependant, si on la laisse reposer suffisamment longtemps, elle est quand même buvable. Et on peut quand même l'utiliser pour notamment prendre sa douche et tout ça. Et le plus, on n'était pas certain de est-ce qu'on distribuait de l'eau en bouteille ou non, sachant que dès qu'on a eu quand on a eu le feu rouge de l'ARS,
l'installation des purges automatiques était prévue littéralement la semaine d'après. On avait déjà prévu de les installer. Donc c'était l'affaire de quelques jours pour nous. Au final, on a le maire qui a informé en direct les habitants et on a organisé une distribution d'eau en bouteille le 14 mars 2025, distribution qui est encore en cours aujourd'hui. Donc au final, les purges automatiques ont bien été déployées le 24 mars. Donc derrière, notre délégataire a fait tous les réglages, plus des analyses internes pour vérifier qu'on avait un retour à la conformité. De notre côté, nous, vu qu'avril il ne fait pas encore très très chaud, nous avons demandé à notre délégataire de refaire une analyse par temps chaud, mais du coup d'attendre juin potentiellement. Mais en avril, nous avions un retour à la conformité. Donc plus de problème de CVM sur les analyses réalisées chez l'abonné. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, nous, en tant que PRPDE, nous avons oublié d'informer l'ARS que de notre côté, c'était bon. Donc nous, on a informé nos habitants qu'ils pouvaient consommer l'eau, mais l'ARS n'était pas au courant qu'on avait fait, entre guillemets, ce qu'il fallait. Ce qui fait que quand 2 mois plus tard, on a reçu une nouvelle analyse de l'ARS nous disant que non, en fait, là, il commence à faire plus chaud, et avec la chaleur, on n'est toujours pas conforme, en fait. On a été un peu obligé de revenir en arrière en redisant aux abonnés qu'au final, non, ils ne peuvent pas consommer l'eau. Et donc de remettre de la distribution d'eau en bouteille. Donc il y a eu quelques petits problèmes à ce niveau-là. Et donc ça nous a également obligé de régler à nouveau les purges qui n'étaient pas suffisamment réglées pour traiter le problème. Sachant qu'on est sur des gros linéaires, donc ça commence à représenter des mètres cubes assez importants. Au final, aujourd'hui, les purges ont été réglées, mais la situation n'est toujours pas finie, puisque nous avons encore le contrôle sanitaire de l'ARS qui nous montre que nous sommes non conformes, alors qu'aujourd'hui, la canalisation elle est purgée 2 fois par jour. Et malgré ça, on est toujours non conforme au robinet de l'usager. Donc les travaux vont être faits l'année prochaine. Mais si je dois faire une synthèse des leçons à tirer de ce qui s'est passé, je dirais qu'en premier lieu, s'assurer et contrôler les analyses si elles sont faites par un prestataire privé, les analyses de contrôle, s'assurer qu'elles sont faites aux bons endroits. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en creusant, parce que c'était un sujet que nous avions honnêtement, je ne vais pas dire mis de côté, mais toutes les analyses ayant été conformes depuis 15 ans, ce n'est pas un sujet qui nous semblait problématique. Sauf qu'en creusant, on s'est rendu compte que le délégataire, comme d'ailleurs l'ARS a les mêmes soucis, ils ont beaucoup de mal à accéder chez les usagers. Or, quand on fait les analyses sur le réseau public, c'est souvent en utilisant une purge existante ou un poteau incendie. Et là, les analyses sont conformes. Et on a même le cas sur nos secteurs où on est non conforme. Si on fait une analyse sur le poteau incendie le plus proche des habitations, sur le poteau, on est conforme. Par contre, chez l'abonné, on n'est pas conforme. Donc ça, il faut bien contrôler ce que fait le délégataire et ne pas hésiter à se mettre en relation. Alors ça dépend si vous êtes sur une gestion communale, une gestion en syndicat ou une gestion en comité de communes, mais toujours se rapprocher des élus locaux pour essayer de récupérer des coordonnées d'un abonné qui habite dans le secteur qui serait concerné pour pouvoir avoir un accès, pour pouvoir faire des analyses. Ensuite, toujours informer l'ARS quand on met en place des actions et également les informer de ce qu'on a communiqué aux abonnés pour éviter justement d'avoir des informations qui sont dissonantes. Et enfin, donc là pour l'instant, nous on a réglé nos purges de cette manière-là, mais avant d'arriver sur ce réglage-là que je vais vous présenter, qui est indiqué sur le slide, on a un peu tâtonné, on a essayé plusieurs choses, on a essayé de purger plus ou moins à certaines heures, à certaines quantités, tout ça. Pour l'instant, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une purge complète de la canalisation tôt le matin. Comme ça, les usagers, quand ils se lèvent vers 7-8 heures, ils ont normalement de l'eau qui est conforme. Puis on purge la moitié de la canalisation avant le midi. Et on repurge la moitié vers 17 heures avant le pic de consommation du soir. Notre but, c'est de purger juste avant les pics de consommation pour essayer de limiter le problème. Et malgré ce réglage-là, aujourd'hui, on n'est toujours pas conforme sur les 2 communes concernées. Donc, on va voir un peu comment on va échanger, puisque même pour notre délégataire, pour l'instant, on est un des premiers cas dans les Hauts-de-France. Donc, ils n'ont pas forcément l'habitude
du réglage à mettre en place pour limiter le problème. Sachant qu'aujourd'hui, en termes de quantité, on purge environ 4 mètres cubes par jour. Donc ça commence à faire des quantités d'eau qui sont quand même pas négligeables sur une année. Donc c'est pour ça que les purges restent et doivent rester une solution temporaire en attendant un renouvellement patrimonial du réseau. Donc de ce fait-là, nous n'avions pas de PGSSE et il se trouve que dans ce cas-là, justement, le PGSSE aurait pu nous aider à mieux gérer le problème. Déjà, toute la carte qu'on a réalisée en début d'année 2025 en échangeant avec notre délégataire, c'est quelque chose qui devra être fait, qui sera fait dans votre PGSSE. Vous réaliserez ces cartes-là à ce moment-là et vous aurez déjà une cartographie précise du risque CVM sur votre territoire. Donc il n'y aura pas cette perte de temps-là et vous connaîtrez déjà mieux votre patrimoine et le risque associé. Ensuite de ça, l'avantage du PGSSE, c'est que ça vous oblige à travailler sur les circuits de communication, sur qui contacte qui, comment, sous quel délai et de quelle manière. Alors que nous n'avions pas ces outils-là, donc en fait on a un peu fait à l'instinct, quoi. Et de façon plus globale, le PGSSE va vous aider à mieux connaître le risque et à mieux anticiper justement si vous avez des difficultés. Et voilà, moi j'en ai fini, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, si j'ai été clair. N'hésitez pas à me le dire et à me poser des questions. Merci beaucoup pour le témoignage. Je vois, Madame Thibert, que vous avez partagé quelques informations complémentaires pour ce qui est du contrôle sanitaire. Peut-être que vous voulez détailler un petit peu rapidement. Non, en fait, j'ai simplement cité l'instruction dont était tiré le logigramme que Monsieur Le Riquier a présenté. Donc, il s'agit de l'instruction du 29 avril 2020. Donc, si vous le souhaitez, on pourra vous la joindre. Et en fait, ce logigramme prévoit 4 prélèvements consécutifs non conformes pour statuer sur la non-conformité. Donc c'est pour ça que des fois ça peut paraître un petit peu long et effectivement aussi il faut qu'on puisse nous donner les bons secteurs, les bonnes adresses et éventuellement les contacts des particuliers pour qu'on puisse demander au laboratoire de faire les prélèvements au bon endroit. Voilà. En sachant que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, maintenant que le secteur est identifié comme étant problématique, il me semble qu'il y a une analyse du contrôle sanitaire par mois. Oui, c'est et ça. pendant la période estivale, c'est 2 par mois du fait des températures. C'est ça. Et du coup, quand l'analyse est non conforme, on indique bien, pour pas qu'il y ait de doute pour la population, que ça concerne que le point d'utilisation. Donc, on va cibler une rue ou une zone. Et on indique que l'eau ne doit pas être utilisée pour des usages alimentaires sans ébullition préalable. Et que la PRPDE doit avertir les habitants et mettre en place des mesures correctives. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Bon, voilà, donc maintenant que la présentation est terminée, effectivement, on peut passer aux échanges. Donc, n'hésitez pas soit à poser vos questions via la conversation ou alors directement à ouvrir votre micro pour échanger avec nous. Peut-être pour commencer, moi j'aurais une question sur la partie prélèvement aux abonnés. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler un petit peu comment ça s'est passé? Parce que du coup, d'après ce que j'ai compris, vous n'aviez pas les contacts, vous êtes passé par le maire. Comment ça s'est passé ce process et surtout combien de temps ça a duré et comment vous avez été accueillis par les habitants? Honnêtement, le process, ça s'est fait un peu en fait au moment où le problème est arrivé, parce que quand on a signalé le problème à l'ARS, pour le coup, je vais pas dire qu'on leur a laissé les clés du camion, mais nous, on est resté du coup dans l'attente des résultats. Donc il a fallu que la première analyse soit faite et qu'en fait, elle n'ait pas été faite au bon endroit pour qu'on se rende compte qu'il y avait un problème justement pour récupérer un contact. Et là, bah oui, ça s'est fait assez simplement, un coup de téléphone au maire, et puis ça s'est réglé de cette manière-là. Il m'a donné un contact que j'ai transmis à l'ARS, et depuis, je crois que toutes les analyses sont faites chez cette personne-là. Donc ça, c'était pas vraiment une difficulté, c'est juste que on n'a pas suffisamment échangé en amont pour le coup, donc on a perdu plusieurs mois de cette manière-là. Et c'était quoi votre autre question? Comment ça a été reçu par l'abonné? Est-ce qu'il est collaboratif? Ça a été compliqué parce que du fait qu'on leur ait dit que c'était
que l'eau était plus consommable, puis après qu'elle l'était, puis après qu'elle l'était plus, il y a eu une perte un peu de confiance, forcément. Et là, actuellement, on a un abonné qui nous a fait une réclamation comme quoi il refuse de payer son eau parce qu'il considère que comme on lui distribue pas de l'eau potable, il n'a pas à payer le service. Donc on a ce genre de problèmes qui sont en train de survenir. Donc là, on est en train d'échanger un peu, voir ce qui légalement est acceptable ou pas dans sa demande, mais ça peut être ce genre de souci. Et sachant que j'ai pas parlé du risque juridique, je réinsiste sur les analyses qui doivent être faites chez l'abonné. Pour moi, il y a un potentiel gros risque juridique, et là je parle au niveau national, hein. Ça peut être vraiment grave, parce que si les pratiques globales, c'est de faire effectivement des analyses, non pas chez l'abonné, mais sur le réseau public, sur le poteau le plus proche, par exemple, nous, en tant que PRPDE, on a des infos comme quoi tout est bon, mais il suffit qu'on ait un abonné qui fasse une analyse de manière indépendante, et ça peut arriver avec des associations de consommateurs, par exemple, notamment, ça s'est déjà vu. Il fait une analyse de son côté, paf, CVM. Derrière, je pense que nous, on est potentiellement attaquables. Et défendre ça au vu des règles de bonne pratique et du sujet du CVM, défendre ça devant un tribunal, que vous n'avez pas fait les analyses au bon endroit, je ne suis pas convaincu que la collectivité gagnerait. Alors, à mon avis, ce serait peut-être plus de la responsabilité du délégataire, si vous avez un délégataire. Mais à mon sens, c'est pour moi peut-être le plus gros point de vigilance. En tout cas, moi, c'est la plus grosse leçon que j'ai appris. Et maintenant, je fais vraiment gaffe. Quand je reçois des analyses CVM, je vérifie bien où est-ce qu'ils les font. Si je peux me permettre, la PRPDE, c'est la personne responsable de la production et distribution de l'eau. Donc, même si elle a un délégataire, c'est à la PRPDE de mettre en place en fait une surveillance de premier niveau en fait. Alors le contrôle sanitaire de l'ARS, il intervient en second niveau, mais en premier niveau, c'est la PRPDE qui doit mettre en place la surveillance. Il y a une autosurveillance qui a été inscrite dans la réglementation comme obligatoire. Maintenant, il y a des paramètres à mesurer obligatoirement assez classiques, hein, turbidité, chlore, et puis éventuellement d'autres paramètres si, en fonction justement de votre ressource propre. Et puis, il y a aussi l'ajout de paramètres spécifiques qui peuvent être faits. Et c'est vraiment, je trouve, dans le cadre du PGSSE que vous allez pouvoir savoir quels paramètres spécifiques vous devez analyser. Et voilà, c'est vraiment la responsabilité de la PRPDE et notamment, en effet, ce qui est attendu par la réglementation potable, c'est la qualité de l'eau au robinet du consommateur. Après que vous fassiez des analyses à d'autres endroits, c'est normal, notamment au niveau de la production, etc., pour voir ce qui sort vraiment de l'usine, pour pouvoir bien adapter votre traitement. Mais le but, en fait, c'est qu'il y ait une eau de bonne qualité au robinet du consommateur. Là, par exemple, 2025, j'ai demandé à mon délégataire de cibler des zones. Et quand j'ai reçu les analyses, et pourtant je l'avais bien dit, les faire chez l'abonné, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont encore faites sur le poteau incendie le plus proche. Donc du coup, on va devoir recommencer l'année prochaine, parce que maintenant, on n'est plus à la bonne période, donc c'est mort pour cette année. Donc on a encore perdu 1 an d'autosurveillance. Et malgré que ça a été fait sur les poteaux incendies, j'en ai un où j'ai du CVM dessus, alors en faible quantité. Je me dis que si j'en ai sur le poteau, qu'est-ce que ça va donner chez l'abonné l'année prochaine quand je vais avoir une analyse de fait, quoi. Donc là, en fait, on est en train de gratter. En fait, on se rend compte avec cette crise-là que nous, on a eue, ça nous a, entre guillemets, obligés à regarder le problème en face et de se rendre compte qu'en fait, le souci, il n'est pas si invisible. Il y a vraiment un vrai problème. Et que le fait qu'on n'avait que des analyses conformes depuis des années, c'était une façade, en fait. Oui, donc il y a une vigilance à ce niveau-là, effectivement. Oui. Il y a une question de Madame Dougados. Bonjour, comment avez-vous mis en place la distribution de bouteilles d'eau, volume, fréquence de distribution, etc. Alors, pour le coup, comme le CVM, comme on l'a expliqué, ça concerne surtout des petits hameaux et donc peu d'habitations en général. Du coup, les quantités de bouteilles d'eau à distribuer sont faibles. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, on a un des hameaux où il y a 3 habitants, dont un qui est monsieur le maire, et les 2 autres sont des personnes qui habitent à Paris et qui, du coup, ne sont jamais là, pour résumer.
Donc là, ici, le problème n'est pas... J'aimerais dire que le problème, il est juste avec le maire quasiment. Donc ça, on arrive à le gérer. Et sur l'autre commune, il y a, je crois, 7 habitations, si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est simple. On met des bouteilles d'eau à libre disposition en mairie. Et quand le maire commence à ne plus avoir beaucoup de bouteilles d'eau, Veolia ramène des nouvelles bouteilles dans le cadre de son contrat de délégation de service public, puisque là, pour le coup, c'est à sa charge de fournir les bouteilles d'eau aux usagers. Je vois aussi qu'il y a une question sur les travaux curatifs. Donc là, nous, on a lancé la maîtrise d'œuvre l'année dernière, enfin cette année, pardon. Et là, demain, j'ai la réunion pour présenter l'avant-projet. Donc là, on sait déjà qu'on est sur une enveloppe d'environ 600 000 euros pour reprendre les canalisations qui sont concernées. Et au niveau des aides spécifiques, si je ne me trompe pas, l'agence de l'eau, normalement, du fait que là, on ait un problème sanitaire, l'agence de l'eau, exceptionnellement, donne un taux. Alors après, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie, attention, je ne vais pas parler au nom de Artois Picardie, mais Seine-Normandie, il donne, je crois que c'est 30%. 30% du montant des travaux. Et pour le coup, normalement, maintenant, l'agence de l'eau Seine-Normandie, une nouvelle fois, impose aux collectivités de mettre en place une stratégie de préservation de la ressource en eau. Je pense que ça doit parler à mes homologues pour pouvoir avoir le droit aux aides. Sauf que là, normalement, vu que c'est un problème sanitaire, on devrait avoir le droit quand même à la subvention, même si on n'a pas totalement terminé la démarche de la stratégie de préservation de la ressource. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'interrogation. Et après, de notre côté, on va demander sûrement de les aides au département de l'Oise, qui est un département qui aide plutôt pas mal les travaux d'eau potable. Et également à la préfecture, qui aide aussi les travaux d'eau potable, mais ça dépend de votre département. Donc, je ne peux pas vous aider autre que pour l'Oise, où je peux vous donner à peu près les taux, mais si ce n'est pas dans l'Oise, je ne peux pas vous aider. D'accord, merci. Et donc, bon, je sais Juste ce qu'on veut dire peut-être par rapport au PGSSE, justement, c'est que, en fait, le PGSSE, ça permettrait, voilà, si ça avait été fait en amont finalement, et notamment les études sur le CVM, etc., en fait, ça permet aussi un peu de prévoir le budget, en fait, ces budgets de travaux, en fait, de pouvoir, en fait, une fois qu'on a fait son PGSSE, qu'on a bien identifié tous les risques, on va hiérarchiser et donc faire les travaux les plus importants en premier. Puis ça permet un peu de, voilà, de pouvoir répartir sur plusieurs années. Et puis aussi, ça aurait permis, comme Monsieur Le Riquet l'a dit, de mettre en place les procédures et notamment en termes de communication, parce que c'est vrai que c'est quand même un pan assez important. Voilà, on est assez attendu de ce côté-là et c'est vrai de préparer les documents en amont et puis aussi de savoir à qui on s'adresse, etc. Avant, c'est plus simple. Savoir que le PGSSE, nous on a pris la compétence au 1er janvier 2023. En 2022, j'avais déjà indiqué de le lancer. Sauf que le souci, c'est qu'on a été trop altruiste, entre guillemets, c'est que, comme je l'expliquais au début de la présentation, on a 2 syndicats qui sont indépendants et qui n'ont pas de technicien et ont eu juste une secrétaire, quoi. Donc le PGSSE pour eux, c'était un peu nébuleux. Ils savaient pas trop comment faire, donc on leur avait proposé de partir avec nous, de faire un groupement. Et ça a pris beaucoup de temps. Et entre-temps, il y a le nouveau programme de l'agence de l'eau qui est sorti. Donc, il y avait la stratégie de préservation de la ressource. Donc, on l'a rajouté au PGSSE, mais forcément, rajouter un truc, ça oblige à refaire tout le cahier des charges et compagnie. Donc, en fait, on a perdu énormément de temps à cause de tout ça. Et donc là, le PGSSE, la consultation, elle a été lancée au courant de l'été. On est en train de le lancer, mais pas de bol. Le problème est arrivé avant qu'on ait mis en place la mesure. Et donc, oui, de votre côté, il n'y a rien qui est lancé. Enfin, c'est vrai que la crise est encore assez récente, donc il n'y a rien qui est lancé au niveau PGSSE pour le moment. Ou alors, vous allez vous concentrer peut-être d'abord sur la formalisation de procédures de gestion de crise. La consultation d'études, elle est en cours. Donc là, je crois que je reçois les offres en novembre. Donc après, ça va être analyse et démarrage d'études en 2026. Mais là-dessus, moi, j'ai un autre problème, dont d'ailleurs, il y a eu une formation PGSSE il n'y a pas longtemps, donc c'est quelque chose qui a été évoqué. C'est que pour avoir un PGSSE et suivre un PGSSE, il faut faire un comité de suivi. Sauf que quid de comment vous faites votre comité de suivi quand vous avez les élections dans 2 mois et que la moitié des élus va probablement changer. Et là, il est très probable qu'on perde encore 4-5 mois dans l'étude parce que le temps, ça ne me paraît pas pertinent de lancer l'étude 2 mois avant les élections.
Donc, c'est-à-dire qu'on va attendre. Et du coup, nous, le conseil communautaire, il n'est pas constitué avant, je crois que c'est fin mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire qu'on va encore perdre plusieurs mois précieux, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que le calendrier, là, ne joue pas en votre faveur, c'est sûr. C'est ça. Oui, donc Madame Dougados précisait que pour donc la Comcom des portes de la Thiérache, sur une commune, vous avez eu donc un problème de chloridazole. L'agence de l'eau Seine-Normandie n'a pas du tout accompagné malgré le risque sanitaire et la mise en place d'une interconnexion. Il fallait que l'étude AAC soit terminée avec des actions effectives en place, ce qui n'était pas compatible au niveau calendrier. Et ouais, ben ça, je pense que ça doit dépendre de l'agence de l'eau et peut-être de votre interlocuteur, parce que pour le coup, sur le territoire, on a eu, enfin, pas sur mon territoire, mais sur l'Oise, on a eu un problème de chloridazole. Je crois que c'était à Pont-l'Évêque, si je dis pas de bêtises. Peut-être que l'ARS saura mieux répondre que moi. Et il me semble que l'agence de l'eau a aidé pour le coup. Pour faire les travaux, ils ont été faits, je crois, en 3-4 mois. Hein. Ça avait été des travaux qui avaient été très très vite. Je crois que c'était à Pont-l'Évêque, si je me trompe pas. Donc peut-être que ça dépend des agences de l'eau. Là, pour le coup, c'est compliqué de. Il s'agissait de Mont-l'Évêque. Mont-l'Évêque, voilà, c'est ça. C'est vrai de notre côté, enfin côté ARS, on essaie de travailler avec les agences de l'eau, mais bon, bah voilà, elles prévoient leur programme de manière indépendante et au niveau national. Et nous, on essaye de travailler avec eux, en effet, pour voilà, qu'on puisse avoir des solutions et des aides financières. Mais tout est conditionné, en effet, à la mise en place d'une aire d'alimentation de captage et de mesures préventives. C'est leur politique, de toute façon, les deux agences de l'eau, Artois Picardie et Seine-Normandie. Voilà, maintenant, peut-être que si l'étude AAC déjà est engagée, qu'on montre qu'on commence à mettre en œuvre des actions, le financement sera peut-être possible. Nous, de notre côté, je vais prendre notre cas parce que c'est celui que je connais. Forcément, prise de compétences 1er janvier 2023, vous vous doutez bien que lancer des AAC sur le territoire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc en fait, on a dû nous engager sur un planning. Donc on a un planning, je crois, qui va jusqu'en 2028, avec réalisation d'une AAC d'abord sur les captages sensibles, puis nomination d'un animateur, et à la fin AAC sur tous les captages. Et donc on est engagé sur plusieurs années. Et il faut qu'on justifie qu'on respecte ce planning pour pouvoir avoir encore le droit aux aides de l'agence de l'eau. Effectivement, et M. Petit précise donc que l'agence de l'eau Seine-Normandie aide à condition que toutes leurs conditionnalités soient remplies et qu'elle n'aidera pas uniquement si on met en avant un problème sanitaire avéré. Vous avez sûrement raison. J'ai eu un retour de l'agence de l'eau il n'y a pas longtemps, mais je ne l'avais pas encore regardé. Oui, c'est ça, vous avez raison. Il faut quand même que les conditions d'éligibilité soient. Il faut quand même la stratégie de préservation de la ressource et tout ça. Effectivement, vous avez raison. C'est d'ailleurs un vrai problème parce que cette stratégie-là, ça nous est, honnêtement, en tant que collectivité, enfin, je ne sais pas pour mes homologues, mais ça nous est un peu tombé dessus par surprise. Et c'est un peu démerdez-vous, quoi. On vous donne un nouveau truc à faire, on vous file un petit guide et puis débrouillez-vous. Voilà, bonne chance. Et tant que vous ne l'avez pas fait, pas de subvention. Donc si vous aviez des projets qui étaient engagés fin 2024 et que vous aviez prévu faire vos travaux en 2025 et que vous avez besoin des aides de l'agence de l'eau, bah, c'est mort. Et donc derrière, ça retarde pas mal les projets. Et pour avoir discuté avec des entreprises, ils n'ont pas de boulot en ce moment du coup, parce que quasiment tous les projets d'eau, ils sont tous salariés à cause de ça. Et bon, ça c'est l'agence de l'eau qui décide, malheureusement, on n'a pas trop d'autre mot à dire. Et c'est pas trop le sujet de la réunion. Non, c'est vrai, mais c'est sûr que ça n'aide pas. ralentit. Voilà, c'est ça, ça n'aide pas. Et donc, Mme Dougados précise que donc, la Comcom des ports de la Thiérache est également en cours d'engagement dans une SPRE à l'échelle de la Comcom. Et le fait, effectivement, que la compétence vient d'être récupérée peut peut-être jouer en votre faveur et vous conférer du temps pour mettre en place. C'est ça. Mais pour le coup, je crois que la stratégie de préservation de la ressource, de ce que j'ai compris, il faudra vraiment qu'elle soit terminée. Et je vais avoir le même problème que pour le PGCSE, c'est que je vais la lancer début 2026. Et pour faire ça, il faut concerter les élus. Et les élus, il y a les élections.
Donc ça tombe vraiment, ils ont vraiment lancé ça au pire timing en fait. Voilà, bon après, malgré tout, on ne choisit pas. Donc, bon. Non, on ne choisit pas, même qu'on fait avec les contraintes qu'on nous met dessus, mais le timing est vraiment pas bon. Je ne sais pas Donc, si ce qui vous fait avez que, d'autres... Ouais, pardon, allez-y. pour finir, là, je pense que nous, au niveau technique, on serait prêt à faire les travaux début 2026 pour mettre en conformité. Du fait de ces règles, il est très probable qu'on ne fasse pas les travaux avant fin 2026. Donc les gens vont continuer à avoir de l'eau non conforme pendant 10 mois, juste parce que l'agence de l'eau a mis ses règles et que ça tombe au mauvais moment et qu'on ne va pas avoir fini à temps. C'est pour montrer un peu quand même le côté un peu aberrant du truc quand même. Enfin bref. Voilà. On espère que la situation, quand même, va aller dans le... On espère bon surtout sens. trouver la solution par rapport aux purges automatiques parce que vraiment on est un peu à court d'idées là par rapport à ça parce qu'on a beau purger et l'eau est toujours non conforme. Donc ça c'est vraiment le gros problème du moment. Donc on espère qu'au moins pendant l'hiver l'eau sera conforme, mais dès qu'il va commencer à refaire chaud, c'est que le problème va revenir quoi. Je peux me permettre de poser peut-être une Vas-y, question pardon. à ceux qui sont présents. C'est est-ce que pour certains, certains ont commencé peut-être leur PGSSE et est-ce que ça, vous avez mis en place une surveillance de paramètres particuliers voilà, qui a pu apparaître grâce au PGSSE ou pas? Personne n'a eu ce souci. On peut peut-être refaire un petit tour de table rapidement sur ce sujet, peut-être pour rebalayer rapidement pour voilà, que chacun s'exprime un petit peu sur le sujet. Peut-être, donc, Madame Dougados, vous êtes en cours a priori. Du coup, nous, c'est les syndicats ou les communes qui portent leur PGSSE. Hein. Donc, on en a un qui est terminé, puis on en a un en cours, et puis on a d'autres secteurs où il n'y en aura pas dans les médias, on va dire. Pour celui qui est finalisé, à ma connaissance, il n'y a pas eu de découverte particulière suite à la mise en place de l'autosurveillance, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, on est sur un captage où on a une relativement bonne qualité de l'eau. Donc, pour les autres, c'est en cours. Donc, on verra d'ici un an, entre guillemets, ce qui va en ressortir. D'accord, affaire à suivre. Madame, alors j'espère pas mal prononcé, de Vallée. Peut-être vous n'étiez pas là au début, si vous pouvez vous présenter rapidement, peut-être aussi. Oui, donc excusez-moi, oui, j'étais un petit peu en retard. Nous, de notre côté, on n'a pas du tout démarré hein, le PGSSE. Donc, on vient juste de retenir un AMO pour nous accompagner là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est un peu en retard sur différentes thématiques, dont le PGSSE. Donc, voilà, on est au tout début de la démarche. En fait. Et c'est quoi juste votre structure, du coup, peut-être? Nous, on est une communauté de communes de 10 communes, avec la particularité d'être en régie. Sur le réseau, on a un petit contrat d'exploitation avec Veolia, mais toute la partie réseau jusqu'au compteur est gérée par nos équipes. Voilà, on a un peu de sujet sur le chloridazone aussi, un peu, mais ça reste conforme. On reste dans des seuils confortables. D'accord, merci. Monsieur Dufresnoy? Oui, alors nous, on reprend la compétence de l'eau au 1er janvier 2026. Aujourd'hui, donc, j'ai 8 syndicats et 2 communes pour 550 km de réseau. Il n'y a pas du tout de PGSSE qui ont été mis en place dans les différentes structures. Donc, on va démarrer ça à partir de janvier. Moi, je l'ai intégré dans un PPI que j'ai préparé. Donc, on essaiera de lancer ça après les élections également. D'accord, très bien. Madame Ouzio? Alors, nous, on porte le PGSSE en régie. Voilà, et on est on a une 50aine d'ouvrages à visiter, donc on est sur la visite des ouvrages pour l'instant, donc la première étape après la constitution de notre équipe, et on espère avoir terminé l'ensemble des visites pour la fin de l'année 2025. D'accord, un gros travail effectivement de ce côté-là. Monsieur Marlot?
Au niveau du territoire, les syndicats ou les communes prennent seulement conscience de l'intérêt de mettre en place leur PGSSE, donc c'est quelque chose qui est en train d'émerger, des consultations de bureaux d'études qui sont en train d'être initiées pour pouvoir lancer les projets dans les mois, voire années à venir. On n'a pas plus d'infos que ça sur les questions pour le moment. D'accord, merci. Et Monsieur Petit, pour finir. Alors donc nous, à notre échelle, donc l'UCESA vient de terminer son étude PGSSE. On est passé par un bureau d'études et du coup, il y a encore des choses à mettre en place, comme par exemple les procédures de communication en cas de crise. Il y a encore à retravailler, quoi. Donc, mais la base, la bonne base est déjà faite. D'accord. Et donc, vous avez oui, mis en place un petit peu d'autosurveillance ou c'était déjà peut-être en œuvre C'était déjà en œuvre par le délégataire. D'accord. Ok, ben écoutez, on a fini le tour de table. Donc effectivement, d'après ce que je constate, c'est que beaucoup d'entre vous sont encore au démarrage de la démarche. Donc j'espère que ce qui a été présenté vous donnera un petit peu d'inspiration pour la suite et pour la réalisation de votre démarche PGSSE. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. D'ici là, moi, je peux peut-être vous dire un mot. Donc, on va continuer à organiser avec l'ARS ce genre de petits rendez-vous sur des thématiques voilà, en lien avec la réalisation du PGSSE. On est évidemment à votre écoute sur des sujets que vous aimeriez voir traités dans un format comme celui-là. On avait bien noté la dernière fois votre volonté de parler un petit peu de PGSSE ressources et de captage dégradé, mais voilà, ça va venir, mais forcément, on s'adapte un petit peu aussi à l'actualité et à la réglementation. Donc, on a bien noté et ça sera organisé, mais pour l'instant, on est encore en cours de construction. On vous en proposera un bientôt sur le travail avec le bureau d'études pour les collectivités qui se lancent avec un bureau d'études. On est en train de constituer l'atelier et la date, normalement, je vous la transmettrai bientôt. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant nos idées, mais n'hésitez pas vraiment à nous faire remonter les problématiques que vous rencontrez et que vous aimeriez qu'on puisse aborder dans un événement comme celui-ci, où en fait le format sera toujours un petit peu le même. On fait intervenir une ou deux collectivités pour un retour d'expérience ou alors un expert sur le sujet pour venir un petit peu apporter une base de réflexion et ensuite on se laisse comme là un temps d'échange pour poser les questions. Des représentants de l'ARS sont là également pour vous aiguiller sur tout ce qui est réglementaire. Donc voilà, notre porte est ouverte pour les suggestions. Voilà, moi je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que Céline, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, ça va. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la présentation vous sera envoyée à l'issue de l'atelier. On a également donc enregistré pour la création d'un replay. Le replay de l'événement précédent, donc c'était sur la cotation, l'analyse et la cotation des risques, est également disponible sur le site de la communauté. Donc voilà, si vous avez besoin d'y accéder, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le sujet. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain atelier d'échange. Bonne journée à tous.